Ça va, vous? Alors, ouais, bah, Ouais, tout va tout va bien. bien. Ça fait plaisir de vous retrouver. Laurent, ta phrase, c'est simple. C'est un jeu de mots brillant, comme à l'accoutumée. Laurent Vachaud, tu te présentes donc et tu dis l'homme qui aimait les flammes. Et Philippe, alors Philippe, tu as deux possibilités. Soit, comme tu as bien connu Johnny et que tu l'as beaucoup aimé, tu nous fais allumer le Oh feu. Ça. putain. Soit, burn Hollywood, burn. Tu choisis. Burn quoi? Hollywood burn, c'est une expression. Euh, Ou autre chose encore, hein, vu ton enthousiasme. je crois que Cache je vais ton prendre Johnny. enthousiasme. Je crois que je vais prendre Johnny. D'accord, formidable. Donc, c'est parti. C'est à nous, les amis. La tour infernale. Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran, en triplex de Los Angeles, Paris et Biarritz. Je suis votre hôte Jean Weber, pompier bon oeil, et mes pyromanes sont... Laurent Vachaud, l'homme qui aimait les flammes. Philippe Sedbon, allumez le feu. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la tour infernale sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes cinébuddies, pour grimper ensemble la tour infernale, 1974, réalisé par John Guillermin, 1974, année dominée au box-office par Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel et Les Valseuses. Cette année voit également naître la sublime Eva Mendes, deux films avec Nicolas Cage, et s'éteindre, c'est le mot pour un film sur un incendie, Vittorio De Sica et Duke Ellington. Feu, Vittorio De Sica et Duke Ellington, pour rester dans le thème du jour. Mais avant de nous lancer dans le pitch avec Philippe, un petit rappel. N'oubliez pas de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube, avec chaque week-end une fantastique nouvelle vidéo de Romain Lenoff, avec des invités prestigieux et plein de surprises. Mais pour l'heure, Philippe, This man is on fire, nous résume le film en quelques mots, le fameux pitch, comme si nous étions un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur en feu entre deux étages. Steve McQueen and Paul Newman race against time as one tiny spark becomes a night of blazing suspense. The Towering Inferno. Alors, la tour infernale, c'est l'histoire d'une tour qui vient d'être finie et qui va être inaugurée ce soir pour une très grande soirée mondaine où il y a des politiciens, des milliardaires, des pin-up, enfin, il y a plein de gens. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir un petit problème, il va y avoir une étincelle qui va tomber dans un petit carton avec du papier au centième et quelques étage et qui va se propager absolument partout, piégeant tous les invités, appelant tous les pompiers de la ville. Et voilà, le scénario, c'est ça. Bravo, excellent pitch. Et maintenant, c'est au tour de Laurent d'allumer une allumette, Sidney Allumette, qui aurait dû mettre en scène, et de nous raconter la genèse du plus grand film catastrophe de tous les temps. En fait, c'est parti, l'originalité de cette genèse, hein, c'est que ça a été en fait un film qui a débuté en fait avec il y avait deux studios, hein, la Fox et Warner, qui avaient chacun l'envie de faire un film sur un incendie, et ils avaient chacun un bouquin qui racontait une histoire comme ça, mais deux bouquins différents. Et plutôt que de faire des films concurrents, ils ont décidé en fait de s'associer et d'acheter les deux livres. Enfin, il y avait un livre Warner, un livre, donc c'était The Glass Inferno, qui était le titre d'un des livres, et l'autre qui s'appelait, je crois, The Tower. Et, et en fait, ils ont donc regroupé les deux livres comme ça. Bon, je crois qu'après, il y a Stirling Silliphant, qui était donc le scénariste, hein, qui était spécialisé dans pas mal de films un peu à gros budget de cette époque-là, qui a écrit le scénario après. Alors, je peux pas dire, est-ce qu'il a vraiment... Qu'est-ce qu'il a gardé des deux livres? Je crois franchement qu'ils avaient surtout acheté les deux livres pour se protéger sur le plan juridique, c'est-à-dire que c'était comme il y avait quand même un truc sur une... Tiens, à l'époque, c'était quand même... il y avait le World Trade Center qui était en construction, hein, quand même depuis plusieurs années, hein, donc tu avais l'idée comme ça que ça allait être le plus grand building du monde.
Donc ça avait pas mal excité l'imagination de romanciers qui avaient donc écrit des romans et si ça jamais ça prenait feu. Donc c'était en fait dans les préoccupations de pas mal de gens à cette époque-là, la construction du plus grand gratte-ciel du monde. Et donc ils se sont associés les deux studios se sont associés pour produire un film. Est-ce que c'est la première fois que des studios s'associent comme ça? Parce qu'on verrait, ça deviendrait monnaie courante par la suite pour des raisons financières. Mais je crois que c'est une des J'ai premières fois. l'impression que c'est la première fois. Ouais. C'est ça, ouais, c'est étonnant, ouais. Et moi, j'ai fait une petite recherche, j'ai revu l'aventure du Poséidon avant, justement, pour me faire une espèce de cycle film catastrophe. Ça a beaucoup plus vieilli que La Tour Infernale, qui je trouve est quand même. Ça n'a jamais été aussi bien. Moi, j'ai toujours trouvé que l'aventure du Poséidon, c'était pas très passionnant. Ouais, c'est vrai. Et puis écrit également par Sterling Siliphant. Un Siliphant, ça trompe énormément parce qu'il a pas fait que des bons films en fait, malheureusement. Il y a tout un passage de La Tour Infernale où tu as l'impression de voir des scènes de l'aventure du Poséidon. Tu sais, c'est quand ils sont dans l'espèce d'escalier là. Il y a un escalier métallique, je sais pas, qui s'est détaché. T'as Newman qui est accroché, qui aide un gosse et je crois que c'est Jennifer Jones, non, je sais plus qui est la femme qui essaye de s'accrocher au bout de métal comme ça, qui a l'air de, on se croirait dans les soutes du bateau du Poséidon, quoi. C'est la seule scène que j'ai accélérée. C'est insupportable tellement ça. Non, mais le film est trop long, il fait 2h45, je crois. Enfin, il est presque 3 heures. Tu vois. J'avais oublié qu'il était aussi long parce que je l'avais vu en salle ou en tous les cas en rerun à l'époque et c'était un film que j'adorais. Je trouve qu'il tient quand même encore la route, Philippe. T'as vu, c'est haletant quand même. J'ai étonné, moi, à ce point. C'est-à-dire, déjà, je trouve, ce qui sauve le film aujourd'hui, quand tu le revois, c'est l'absence de CGI. Tu sais, c'est-à-dire, tout est en dur. Incroyable. Les acteurs, ils sont vraiment à côté des flammes. Les trucs qui leur tombent sur la gueule, ça leur tombe vraiment sur la gueule, la flotte et tout ça. Enfin, tu vois qu'ils mordent, là, ils ont les visages déformés, ils sont, enfin, tu vois, absolument. Ils sont pas maquillés en plus, tu sais, dans les scènes d'action, ce qui veut dire qu'ils se prennent de la flotte dans tous les sens. Ouais. Et, ça donne une réalité, tu les sens en danger. Et ça, déjà, ça sauve tout, quoi. C'est-à-dire, comparé à ce qu'on voit aujourd'hui, où c'est des mecs qui se prennent des bombes atomiques à 1m52 et qui ont rien, tu vois, mais c'est vrai, ça change tout. Absolument, il y a un travail de cascadeur ahurissant dans le film. C'était exceptionnel ce qu'on voit. Effectivement, comme tu dis, sans fond vert, sans renfort numérique, on a des vrais gens qui mettent leur vie en danger et ça fait une énorme différence. Et ça reste tout aussi spectaculaire aujourd'hui que ça ne l'était à l'époque. Ouais. Et tu as quand même toutes les scènes avec les maquettes ont bien vieilli. C'est-à-dire que tu te dis pas tout d'un coup, oh putain, la maquette, tu vois. Enfin, moi, je trouve que c'est pas mal fait. Le seul défaut, si tu veux, là, pour le coup, ça a bien vieilli, c'est les cascadeurs. Par exemple, celui de Newman dans le fameux escalier, là, tu le vois trop, quoi. C'est-à-dire, à un moment, tu vois bien que c'est pas Newman, il n'a pas les mêmes cheveux, il n'a pas la même carrure. Ça se voit trop, voilà. Il y a un classique aussi que j'aime beaucoup, c'est quand on jette un pantin par une fenêtre. Coupé. Elle est bonne. Tu sais, j'adore ça. Ouais. Il y en a un dans les 7 mercenaires, tu sais, qui est traîné par un cheval, et tu vois que c'est un pantin, il n'a pas de jambes, il arrive. Mais il y a aussi, je me souviens, c'est quoi? C'est dans Robocop, quand t'as Ronnie Cox qui tombe à la fin du building, c'est carrément une espèce de marionnette, et tu le vois crier, mais enfin, ça doit être un animatronics ou je sais pas quoi, enfin, c'est grotesque, quoi. J'adore ça, c'est ce que je préfère, je crois, dans les films. Ce qui nous amène à Philippe, le pompier de service, qui nous parle plus avant de l'étonnant casting du film. Ouais, un des plus beaux castings qui se puisse imaginer, et en revoyant le film, tout d'un coup, j'ai compris comment ils l'ont conçu. C'est-à-dire, ils l'ont conçu comme un business plan, si tu veux. C'est-à-dire qu'il s'adresse à plein de publics différents, très délimités. Tu vois, j'ai fait une petite liste et c'est étonnant. Tu as d'abord le vieil Hollywood, c'est-à-dire tu as William Holden, Jennifer Jones et Fred Astaire, qui appellent à un public classique qui était, tu vois, ils étaient déjà tous septuagénaires à l'époque. Donc, c'est à côté nostalgie. Voilà, c'est une grosse production, il y a des vieilles vedettes, etc. Ensuite, tu as les superstars actuels, Steve McQueen, Paul Newman et Faye Dunaway. C'est ça que ça appelle le public des années 70. Et ensuite, ça, c'est pas idiot du tout. Pour les seconds rôles, ils n'ont pas pris des seconds rôles, ils ont pris des vedettes de télé extrêmement populaires, comme Robert Vaughn, Robert Wagner, Richard Chamberlain ou Susan Blakely. Et ça, je trouve ça super malin, parce que tu appelles à tous les publics possibles. Ouais, c'est vrai, c'est un vrai calcul, effectivement. Et puis, c'est un classique du film catastrophe où il y a des gros castings comme ça. Il y avait déjà ça dans le Poséidon avec Gene Hackman, Shelley Winters, Borgnine. Là, c'est bien supérieur. Là.
Là, c'est Bien supérieur. Aujourd'hui, ça coûterait, je sais pas combien de faire un truc comme ça, parce que t'as quoi? T'as Tarantino qui fait ça un peu des fois. Enfin, t'as Leonardo DiCaprio et Brad Pitt dans Once Upon a Time in Hollywood. C'est un peu l'équivalent de McQueen et Newman, un peu, tu vois. Mais il y a un peu que deux de connus dans le film, quoi. Les autres, c'est pas des. Parce que là, t'as quand même toute une flopée. T'as même O.J. Simpson. T'as vraiment une. Mais enfin, le truc sur les vieux. Il y avait déjà ça dans Poséidon, je crois. Et il y a toujours un truc où tu as des vieux, un couple de. Ça fonctionne par couple, la Tour Infernale. Je sais pas si vous avez remarqué. C'est-à-dire qu'on présente les couples. C'est-à-dire, tu as Newman et Dunaway, tu as Wagner avec sa secrétaire, tu vois. T'as Jennifer Jones avec Fred Astaire, et t'as souvent une sorte de sous-intrigue sur une histoire d'amour entre un couple mature, enfin même très mature, tu vois, c'est-à-dire que c'est Fred Astaire et Jennifer Jones, et ça, t'avais ça aussi dans le... Et en plus, Fred Astaire, il a eu l'Oscar du second rôle pour ce film, quoi. Fred Astaire in The Towering Inferno. The winner is Robert De Niro in The Godfather. Ce que je trouve très intéressant sur le casting, c'est évidemment le duo Paul Newman, Steve McQueen, qui existe quasiment pas. Hein. Ils sont très peu à l'écran ensemble. Et t'as vu au générique la façon dont ils ont positionné les noms. C'est-à-dire que d'abord, ils se disent, il y en a un, on va lire en Occident, on lit de gauche à droite, donc t'as McQueen qui a insisté, et t'as l'autre, il a dit, ah ouais, mais si c'est comme ça, moi je vais être plus haut. Donc des espèces de positionnement des noms qui est un peu complètement décalé. Mais ce qui est formidable, c'est l'instinct de McQueen, tu vois, qui a su avoir l'intelligence de n'apparaître qu'au bout de 40 minutes de projection, dans un rôle quasiment anonyme. On sait qu'il s'appelle O'Halloran, mais c'est un pompier, quoi. Et il a un rôle de cow-boy, quoi. C'est-à-dire qu'il n'a pas de dialogue, il est taciturne, il a de l'autorité, etc. Et c'est un rôle assez bref. Et Paul Newman, qui apparaît beaucoup plus longtemps et qui est censé être le héros du film, a un rôle assez minable parce qu'il est sans arrêt bousculé, il est hésitant. En plus, il porte une lourde responsabilité dans l'incendie parce qu'au lieu de partir en vacances pendant 2 ans, il aurait pu surveiller la construction quand même. Tu vois? Et c'est un peu ça. Mais alors, moi, j'avais entendu dire qu'au départ, McQueen, il voulait plutôt jouer l'architecte. Enfin, qu'il y a eu une espèce de. Parce qu'il y avait McQueen était obsédé par Paul Newman. C'est-à-dire, il y avait une rivalité entre les deux. Il avait déjà été contacté pour faire Butch Cassidy et le Kid, pour faire le rôle de Robert Redford, et il avait refusé parce qu'il y avait déjà des histoires de qui va être mis en premier. Bon, c'était plus tôt déjà, hein, il était moins connu encore en 69, mais il était, paraît-il, c'était son obsession, c'était de pas se faire éclipser par Paul Newman. Il était tout le temps en train de savoir quel film Paul Newman faisait. Donc là, l'idée de se retrouver, parce qu'ils ont débuté ensemble, hein, quand même, c'est-à-dire McQueen a eu son premier rôle où il était quasi figurant dans un film qui s'appelait Marqué par la haine, Somebody Up There Likes Me, où Newman faisait un boxeur, hein, qui s'appelait, je crois, Rocky Graziano ou un truc. Et donc, ils ont commencé ensemble, et depuis le début, donc, McQueen était obsédé, comme ça, il y avait une espèce de compétition, de rivalité. Ils ont 5 ans de différence. Newman. McQueen est un peu plus jeune que Newman. Donc il paraît qu'il comptait les répliques. Tu vois, c'est-à-dire qu'il n'était pas. Chaque fois qu'il y avait une scène entre deux, fallait que McQueen ait le plus de répliques. Enfin, c'était, paraît-il, assez coton à diriger, quoi. Tu vois bien la dernière scène qui est très significative pour ça. McQueen est debout, l'autre est assis sur les marches. Et il est dominé complètement. C'est-à-dire qu'il lui dit, au lieu de faire des conneries, appelez-nous et on vous aidera à construire vos tours. Et puis même le casque. Quoi. Le casque de pompier, là, il paraît que McQueen l'a fait refaire parce qu'on voyait pas assez ses yeux, qu'on le reconnaissait pas, que ça faisait trop d'ombre sur son visage. Donc il a un chapeau qui est presque un chapeau de cow-boy, tu vois. Enfin, et t'as remarqué que quand McQueen arrive la première fois qu'il apparaît dans le film, c'est Bullitt. Il arrive en bagnole, en conduisant lui-même sa bagnole. C'est-à-dire que c'est le mec qui est associé quand même. Tout le monde savait qu'il conduisait les bagnoles. Le mec, il arrive pas dans la voiture de pompier, il arrive avec sa bagnole, quoi, tu vois. Mais tu sais, la dernière fois, on le voit et qu'il sort du building, il est avec son casque à la main, tu sais, son fameux casque. Et si tu regardes, il fait un truc qu'il faisait déjà dans Les 7 mercenaires, quand il mettait le chapeau au-dessus de sa tête pour voir le soleil, tu sais, pour se cacher du soleil. Là, il nettoie son casque à un jet d'eau. C'est vrai. C'est certainement pas scénarisé. Et c'est vraiment le truc pour se faire remarquer, pour faire quelque chose, pour montrer que c'est un pro. Et en ça, je trouve que il a un vrai génie d'acteur de cinéma. Tu vois, c'est vrai, mais
Tu as raison, c'est lui qui vole la vedette à Newman. C'est lui le héros du film à l'arrivée. Alors que c'était un plus petit rôle au départ qui était même prévu par pour Ernest Borgnine, ce rôle de capitaine des pompiers. Et lui arrive et vole le film à tout le monde avec des scènes extraordinaires. Il est vraiment. Et il se sert de ses yeux comme d'une arme. T'as vu, il a les yeux baissés. Tout d'un coup, il lève la tête et on voit ces deux billes bleues incroyables qui brillent. Moi, je croyais que Newman était déjà un peu en baisse à l'époque, alors qu'en fait, non, il paraît que depuis l'arnaque, là, c'était à nouveau quasiment la plus grande star américaine et McQueen commençait à l'égaler, en gros, quoi. Tu vois, ils étaient à tous les, comme dit Brad Pitt et DiCaprio, un peu, tu vois, c'était comme si tu avais Tom Cruise et DiCaprio, enfin, c'était vraiment les deux poids lourds du cinéma américain de l'époque, tu vois. C'est vrai, ils touchent chacun $1 million pour le film et 10% des bénéfices. Donc, ils deviendraient tous les deux très riches à l'issue de ce film, qui est un énorme succès en salle. Et quand tu parlais du casting, pour continuer sur le casting, tu as parlé brièvement d'O.J. Simpson, mais c'est vrai qu'il y a deux types qui ont tué leur femme dans le casting. Tu as O.J. Simpson et Robert Wagner. Et Robert Wagner. Il ne manque plus que Robert Blake. Mais Robert Wagner, ça a jamais été prouvé, quoi. Non, c'est vrai, mais allegedly, comme on dit en anglais. Mais il y a également, malheureusement, en parlant de tragédie, le fils de Paul Newman, Scott Newman, qui joue un petit rôle de pompier et qui mourrait d'une overdose 4 ans plus tard. C'est celui qui a peur, non? C'est celui qui a peur. C'est ça, exactement. Et qui aurait une vie très tragique et très troublée, malheureusement, et qui mourrait 4 ans plus tard à l'âge de 28 ans. Alors aujourd'hui, Paul Newman, tout le monde l'a oublié. On se rappelle de lui en Amérique uniquement pour ses sauces et ses pop-corn, comme on disait dans la spéciale Paul Newman, tu vois, parce qu'il a fait toute une ligne gastronomique de produits qui se vend toujours très très bien en supermarché. Et c'est vrai qu'on se rappelle de lui maintenant pour ses cookies et pour son pop-corn. Ce qui est étonnant. On se rappelle, c'est-à-dire l'équivalent de mes élèves là. Quand même pour les cinéphiles, Paul Newman, ça reste quand même quelqu'un de connu, mais t'imagines des gens qui savent pas qui est Jean-Paul Belmondo aujourd'hui, t'imagines Paul Newman, quoi. Ouais, c'est vrai. Et à un moment, vous parliez de l'affiche aussi, où ils ont eu énormément de problèmes pour savoir quel est le nom qui allait être mis en premier. William Holden, pendant un instant, l'agent de William Holden a demandé à être en haut de l'affiche, mais ça n'a pas duré longtemps quand même. Il a pas... Mais ce que j'ai trouvé, en fait, c'est qu'en fait, quand tu regardes le film, tu vois à quel point, par exemple, Les Dents de la Mer, qui est sorti l'année d'après, bah finalement, c'est presque un peu foutu pareil. C'est-à-dire que t'as le personnage de William Holden, c'est un peu Murray Hamilton, le maire, tu sais, dans Les Dents de la Mer. T'as toujours un personnage comme ça qui représente un peu les intérêts du fric et tout ça, et qui dit « Je m'en fous si les gens meurent, du moment que moi, ça me fait pas perdre d'argent ou que la saison va quand même battre son plein. » Et puis t'as le mec à côté, c'est Newman ou Roy Scheider, qui dit « Mais on peut pas faire ça, tu vois, faut les faire sortir de l'eau, faut les faire sortir du building, tu vois. » Où il veut absolument laisser les plages ouvertes pour le 4 juillet, mais... Et à côté, t'as le briscard, le briscard à côté, tu vois, qui est Robert Shaw ou McQueen, tu vois, qui est là, le mec qui est genre le gros viril qui se dit on va attraper la bête. Le feu a une personnalité comme le requin des Dents de la Mer aussi. J'ai vu quand il commence à prendre un petit local, on traite le feu comme si c'était un animal tout d'un coup. Un monstre. Ça, c'est bien fait. Ouais, un monstre, exactement. Il y a un truc qui fait très peur dans le film et qu'on découvre dans ce film, c'est le feu planqué derrière les portes. Tu sais pas quand tu ouvres une porte s'il n'y a pas une énorme flamme qui va te sauter dessus. C'est vrai. Moi, si tu veux, en fait, il paraît que John Guillermin n'a fait que les scènes entre les acteurs et c'est Irwin Allen qui a dirigé en fait toutes les scènes d'action, enfin, et d'effets spéciaux. C'est marqué au générique, il y a marqué réalisateur des scènes d'action. En fait, en voyant le film, je me suis dit, mais Guillermin, en fait, il est pas si mauvais parce que tu vois, par exemple, même sur l'utilisation des couleurs, tu vois, l'utilisation de la couleur rouge, tu vois, elle est vachement utilisée avec parcimonie parce que tu sens que c'est associé au feu et elle est toujours présente au début, tu sais, dans un coin, comme ça, tu vois, il y a toujours un truc rouge quelque part comme pour rappeler la menace qui arrive, tu vois, t'as vraiment un travail sur les couleurs que j'avais pas noté, moi, la première fois, même sur l'utilisation de l'espace, sur la manière dont il montre, par exemple, la première fois qu'on rentre dans la tour, parce que la tour, on la voit de l'extérieur une fois ou deux, tu vois, au début, mais sinon, c'est comment donner l'impression que c'est un endroit très vaste et tout ça, juste en montrant des intérieurs, ce qui est quand même un truc, tu vois, qui est en travail de mise en scène, c'est quand même pas rien. C'est-à-dire qu'il faut arriver à donner une idée de ce building en montrant finalement que des trucs sûrement qui ont été tournés en studio, des décors d'intérieur. Et il arrive à faire ça, tu vois, ou quand on les voit rentrer avec Holden au début, tu vois toujours des arrière-plans avec tu vois, des pièces dans des pièces un peu. C'est-à-dire qu'on a l'impression de voir une perspective
perspective, tu vois, avec des fenêtres dans des fenêtres, tu vois qu'il y a des, comme si on se devine des espaces dans l'espace, tu vois, comme ça donne un côté comme ça vachement vaste au truc. Et tu vois que tout ça a dû être réfléchi quand même, a dû être vachement pensé par. La plupart des scènes dialoguées avant l'incendie sont en mouvement. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps en train de marcher et très longtemps. Donc, tu as aussi une impression d'endroit immense où on marche pendant des heures. Et tu vois la salle des machines où tu vois O.J. Simpson avec tous les machins qui clignotent, où tu vois les écrans. Enfin bon, c'est un peu rudimentaire, mais n'empêche, tu vois qu'ils se sont posé la question de comment faire exister l'espace alors que de toute façon, on va ne filmer qu'une maquette à l'extérieur 2-3 fois, tu vois. Mais comment arriver à donner l'illusion qu'on est vraiment dans le plus grand gratte-ciel du monde de l'intérieur, tu vois. C'est quand même, c'était quand même pas rien à faire, je pense. Tu as 4 équipes de tournage quand même qui travaillent. Avec une qui s'occupe des cascades, l'autre qui s'occupe des acteurs. Tu parlais oui, parce que ils ont commencé, je crois, au printemps ou à l'été, juin, je sais plus. Enfin, ils ont commencé en 1974 et c'est sorti en décembre 74. C'est-à-dire que ils ont tourné. C'est pas Titanic qui a été tourné pendant je sais pas combien de. Là, ils ont tourné la même année. Alors, le film a été commencé en 74 et il sort en 74. Quoi. Alors que t'imagines aujourd'hui un machin comme ça, il ferait du CGI et tout ça, ça durerait des années. Il mettrait 3 ans à faire un film comme ça aujourd'hui, quoi. Exactement. Alors, le film inspirait Roderick Thorpe. Tu sais qui c'est, Philippe? Ça me dit quelque chose, dis-moi. C'est le type qui a écrit Die Hard. Voilà, c'est le type qui a écrit le livre Nothing Lasts Forever, qui inspirerait Die Hard. Et c'est vrai qu'il y a des moments où on a vraiment l'impression d'être dans la Nakatomi Tower, tu sais, comme c'est filmé. Moi, je croyais que c'était avant déjà, non? Parce que je pensais que c'était un truc qu'il voulait faire pour Frank Sinatra, pour la suite du détective. Oui, bien sûr, mais il a écrit le livre Nothing Lasts Forever en 79. C'était une continuation du détective, effectivement, le personnage créé par Sinatra. Et puis quand en 88, ils ont réussi à faire partir le film, Sinatra était trop vieux pour s'accrocher à des buildings en Marcel. Donc ça a été l'ami Bruce Willis. Alors c'est, comme on disait, des vrais feux. Et ça, c'est extraordinaire. On verrait, tu parlais de Titanic, on verrait qu'il y a encore des films catastrophes. Roland Emmerich ferait beaucoup de films catastrophes. Il y a eu un film très mauvais avec The Rock qui s'appelait Skyscraper, qui était un mélange de Die Hard et de La Tour Infernale. Et il y a de temps en temps, régulièrement, des films catastrophes qui ressurgissent comme des westerns avec le même principe. Ils ont fait un remake du Poséidon, d'ailleurs, tu te rappelles, avec Kurt Russell. C'est affreux, Mais moi, ce qui m'a frappé en le revoyant, là, quand même, c'est que je trouvais qu'il y avait dans la direction artistique, dans la façon dans les cadres, c'est-à-dire que tu vois des fois Newman au début, tu vois, avant que le feu se déclenche, des fois il y a un tableau derrière lui où tu vois des espèces de trucs, ça ressemble à des flammes rouges, quoi. C'est une manière de commencer à faire exister ça dans l'œil du spectateur, tu vois, comme si tu avais la couleur rouge. Et il y a plein d'endroits où il n'y a pas de couleur rouge. Par exemple, Bureau de William Holden, il n'y a pas de couleur rouge, tu vois. Tu sens franchement qu'il y a une vraie... la palette des couleurs est assez étudiée. Et ça, dans des films comme ça, bon... On fait pas forcément gaffe, tu vois, mais tu dis que John Guillermin, pour moi, c'était un peu un tâcheron, John Guillermin, tu vois, quand tu voyais King Kong, enfin, j'avais pas le souvenir là, c'est quand même plutôt bien réalisé, c'est-à-dire que tu vois vraiment ils se sont posé la question, même sur la façon dont, tu vois, à un moment, tu vois Newman qui va chez Richard Chamberlain, non? Enfin, où tu vois Susan Blakely. Et là aussi, c'est une espèce de maison immense. C'est-à-dire que tous ces gens-là vivent dans des décors qui sont vachement presque plus grands que nature, quoi. Tu vois, Ouais, c'est vrai, c'est Chamberlain qui fait le méchant du film, qui est absolument immonde comme personnage. Mais très intéressante notation, je trouve, scénaristiquement parlant. Il est désigné comme l'ignoble de service. Il joue de service, mais il y a plus d'ignoble que lui, c'est William Holden. Il avait prévenu que ça allait merder et qui lui a dit, je veux pas le savoir, fais ton boulot. Donc en fait, c'est formidable parce que une fois qu'il est mort, le doigt se pointe sur Holden en disant, mais c'est lui le responsable. Et c'est très intéressant ça. Et Newman aussi, le personnage de Newman aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, est responsable. Absolument. Et William Holden s'entendrait assez mal avec Faye Dunaway. Pourtant, ils retravailleraient ensemble dans Network quelques années après. Où ils sont amants dans Network même. C'est ça. Mais là, dans celui-là, elle arrivait sans cesse en retard sur le plateau. Faye Dunaway, à un moment, il l'a attrapée, il l'a collée contre un mur. Il lui a dit, tu fais plus jamais ça. Il paraît qu'après, elle était à l'heure tous les jours. Mais Holden n'était pas content. Quand elle a commencé le tournage de La Tour Infernale, il y a Chinatown qui sortait, en fait. C'est-à-dire qu'elle venait Chinatown était dans les salles quand ils ont commencé le tournage de La Tour Infernale. Tu vois, quoi. Elle a dû être extrêmement bien payée parce qu'elle a un rôle complètement inepte.
Ouais, c'est Son vrai. rôle. Il est Ah, nul, rien à faire. il n'a pas une scène Ouais. à défendre. Non, c'est C'est vrai. sans intérêt. Bah, tu vois, moi j'aime bien la scène où t'as Chamberlain qui essaye de la draguer au début, là, tu vois, où tu sens et puis finalement elle lui dit non, mais avant que le feu arrive, tu vois, c'est toujours parce que même l'exorciste, tu vois, avant que ça commence à dégénérer, t'as toujours ce long moment d'exposition où on fait la connaissance avec tous les personnages. C'est quand même là, il y en a beaucoup, tu vois, c'est quand même. Moi, je trouvais que scénaristiquement et même dans la mise en scène, c'est assez bien géré quand même la Oui, façon oui. dont on rentre dans cette Et histoire. la façon dont ils ont placé au montage les premières étincelles de l'incendie, qui Ouais. sont assez tôt finalement. Ça vient Ouais. tôt, mais c'est des toutes petites flamèches. La deuxième fois qu'on le voit, tu vois que la poubelle a pris en entier. Ouais. Et c'est crescendo comme ça, mais ça vient assez tôt en fait dans le film, hein, les premières étincelles. T'as cette Vas-y. manière dans la mise en scène aussi, par exemple, tu vois, parce que les pompiers, on en voit surtout, enfin, je parle pas de McQueen, je parle des pompiers, les pompiers basiques. T'en vois surtout deux, quoi. Je crois il y a un Black et en fait, il a une manière quand la voiture de pompier arrive au début, hein, la première fois qu'elle arrive au building, il met ces mecs-là sur le toit de la voiture. Enfin, il les met, tu vois, on les voit pas à Mhm. l'intérieur, il les met et ils se détachent sur le ciel noir, ce qui fait que tu les visualises bien. C'est-à-dire, tu vois, C'est c'est bien fait, une ça. manière Ouais. de tout de suite les fixer comme ça pour dire ces deux-là on va les suivre en fait comme ça. Tu vois, il les noie pas à l'intérieur d'une bagnole où on verrait pas grand-chose. Tu vois, enfin tout de suite ils sont bien mis en évidence comme ça sur la voiture. Je trouvais ça assez Et intelligent. ils amènent les infos tout de suite qui sont intéressantes de dire ça se passe dans une tour et Ouais. le noir a dit oui, j'ai déjà fait dans une tour, c'est horrible quoi. C'est l'horreur, Voilà. ouais. C'est Mais c'est un bien, film c'est de bien guerre. Ces pompiers sont des soldats. McQueen est un soldat aussi. Et t'as vraiment oui, l'impression, oui. Il paraît que Silly Fant, il s'était vraiment renseigné pour écrire son scénar. Je vous parlais là du World Trade Center. Ouais. C'est-à-dire qu'il était allé voir des mecs, tu vois, des architectes, et que c'est vrai que c'était la grande terreur de tous ces mecs. C'était un feu qui se déclenche là-dedans, tu vois. C'est comment tu fais pour gérer ça, quoi. À propos de World Trade Center, c'est difficile de ne pas penser au 11 septembre aussi, quand on voit ces corps qui malheureusement se précipitent des fenêtres et tout, ça fait écho à une tragédie très réelle. Ils ont utilisé 1000 véritables pompiers engagés sur le plateau, et il y a une scène qui est formidable sans parole où McQueen est adossé, assis à un mur, avec ses hommes, tu sais, il a ce Ah, côté presque il est excellent là. Ça, c'est du pur excellent. McQueen aussi. Un pur McQueen, il a rien, tu sais, c'est l'ouverture de la scène et il est Ouais. en total post-traumatique syndrome, tu vois, et il habite un personnage sans rien dire et tu te rends compte effectivement que c'est un héros comme on en voit peu dans le cinéma, quoi, d'une certaine Tu as Et manière. vu tu vois bien dans cette fameuse scène où il est en catatonie, pratiquement, quoi, il est Ouais, en choc. prostré, ouais, Quand on ouais. vient le chercher, tout d'un coup, il reprend une expression vive et dit ok, j'arrive, tu sais. C'est ça, il y Il est très retourne. bien là. Parce qu'en fait, Ouais. tu vois que à un moment là, tu sais, il y avait ce film de guerre là qui s'appelait Un pont trop loin de Richard Attenborough, qui était un ami de McQueen, et en fait, le rôle qu'a joué Robert Redford était conçu pour McQueen. Et tu vois bien qu'il y avait quelque chose un peu du pompier de la Tour Infernale là-dedans. Tu sais, c'est le gars Ouais, qui c'est doit vrai. faire traverser la rivière à ces mecs. C'est un truc où ils sont mitraillés, tu vois. Et tu Ouais. vois comment il aurait pu faire exister ça. Et en fait, il devait déjà être malade, je crois. Enfin, c'était 76, non, ou 77, le pont trop loin. Enfin, le tournage devait être 76 et il l'avait pas fait. Et Mais tu vois surtout, tout j'ai à vu que fait que ça aurait McQueen, pu être le même genre de truc, absolument. quoi. Absolument, mais McQueen, j'ai vu qu'il avait pris un hiatus de 4 ans après la Tour Infernale. Il n'a pas tourné pendant 4 ans Il avant de comptait son revenir. argent, peut-être. Oui, c'est possible, effectivement. Ou peut-être était-il déjà malade, je ne sais pas, mais en tous les cas, il s'est arrêté longtemps de tourner. Et je crois qu'il était quand même assez alcoolo. Enfin, il a eu un moment où il était défoncé tout le temps parce que Spielberg lui avait proposé aussi de faire les rencontres du troisième type. Ouais. Et Spielberg racontait qu'il avait eu un rendez-vous avec McQueen, donc c'était avant le tournage de Close Encounters. Le tournage de Close Encounters, c'est 76, tu vois, donc ça veut dire qu'il l'a Ouais. rencontré peu après la Tour Infernale, ça va être 75, tu vois, quoi, fin Ouais, ouais. 75. Et il paraît qu'il avait vu arriver un mec, tu vois, qui était déjà assez enrobé, avec de la barbe, qui a bu je sais pas combien de bières devant lui, tu vois. Donc le gars avait l'air quand même c'était un peu lâché, quoi, tu vois. Il est Ouais, c'est plus du vrai. tout dans le. Newman regretterait par la suite d'avoir fait le film. Il dit qu'il l'a fait pour l'argent. Et il a. Bon, il a fait pire après. Il a fait pire. Ouais, Il a fait un absolument. autre Irwin Allen, là, un truc avec Jacqueline Bisset, je crois, sur c'est le jour de la fin du monde. Le jour de la fin du monde, je crois, ça s'appelle, non? Ouais. Ouais, c'est ça, c'était silencieux. Tu as raison qu'il compte les répliques parce que McQueen était contrarié parce que Newman a 12 répliques de plus que lui.
dans le Non, mais film. il paraît que c'était un enfer. C'est-à-dire que l'autre, il était obsédé par Newman, si tu veux, qu'il fallait qu'à chaque fois, il soit mieux filmé. Et il paraît qu'au bout d'un moment, Newman s'en foutait un peu. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait, tu vois, c'était pas deux divas où l'autre aurait pu dire, non, mais finalement, il allait un peu lâcher, tu vois, il l'a laissé un peu faire ce qu'il voulait, quoi. Mais c'était vraiment un type qui était obsédé par la carrière de Newman, McQueen. Ouais. Et d'ailleurs, McQueen ne voulait pas tourner avec Newman et il suggère pour son co-lead, pour jouer le rôle de l'architecte, il suggère Clint Eastwood, Jack Nicholson ou Robert Redford à la place de Newman. Oui, mais c'est perso. Je pense que le fait qu'ils aient débuté tous les deux en même temps, enfin presque en même temps, que Newman ait le premier rôle titre, et que lui disparaisse au bout de 10 minutes de film, ça a dû rester une vieille frustration, tu vois, Oui, ancrée, quoi. et puis t'as quand même McQueen qui était un peu une vedette de télé, enfin, à la base, tu vois, Ouais. c'était un gars qui avait été découvert surtout à la télé, puisque c'était au nom de la loi. Et Newman, à ma connaissance, n'a pas fait de télé, non? Enfin, il a tout de suite été une star de cinéma. gaucher, À non ses débuts, si, il a fait beaucoup de de ce qu'ils appelaient tu sais, les dramatiques, quoi, les trucs en direct, Studio Ouais. One, etc. Oui, mais il n'a Il en pas a été fait beaucoup, hein. associé. Il n'a pas été Non, associé pas de série. comme Eastwood, par exemple, a été associé à Rawhide. Ouais, McQueen, il n'a pas été associé à un rôle de télé, je veux dire, quoi. Tu vois. non. C'est vrai. Donc, il y a 200 cascadeurs et je me suis demandé si Cliff Booth était pas un des leurs, le personnage que joue Brad Pitt dans Once Upon a Time in Hollywood. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé aussi, il y a eu beaucoup de films de volcans par la suite. Il y a eu Armageddon, il y a eu The Day After, tu sais, et tous ces films sont vraiment un écho à ces films catastrophes des années 70. William Holden dirait dans une interview, je passe mon temps à parler au téléphone. C'est vrai qu'il a beaucoup de scènes où il est au téléphone. Ouais, c'est très vrai. C'est hallucinant comme il fait plus vieux que son âge, William Holden. Il était pas vieux, hein, pendant le film. Il devait avoir Non, 50 mais c'est l'alcool. Ouais. Le mec était quand même très alcoolo. Il est même mort de ça, puisque je crois qu'il a fait une chute chez lui tellement il était bourré. Et ils l'ont retrouvé 2-3 jours après. Il était mort, quoi. Tu vois. Bien c'est sûr, dingue, bien hein, sûr. Il s'est vidé de son sang dans son salon à Santa Monica, exactement, après que sa tête ait heurté une table basse. Il y avait une anecdote sur William Holden que j'avais vue une fois. C'était une vidéo de Ryan O'Neal qui racontait, parce que Ryan O'Neal a fait un film avec William Holden, un western de Blake Edwards qui s'appelait Deux hommes dans l'Ouest. Voilà. Et il paraît que donc l'autre il était vachement jeune, tu vois, et pour lui William Holden c'était quand même pas rien. Et alors il lui demandait, il paraît que quand ils étaient entre les prises, il lui disait alors t'as tourné avec une telle, enfin le côté est-ce que tu te l'es faite et tout ça. Et il paraît que l'autre il ne parlait que des chevaux qu'il avait qu'il avait eu dans les films, tu vois. Il disait celui-là il s'appelait un tel, je l'ai bien aimé, tu vois. Et l'autre il était là mais enfin t'as niqué ou pas, tu vois. Et l'autre ne parlait que des chevaux. Et à un moment il paraît qu'il lui disait mais qu'est-ce que t'as fait de ton Oscar quand t'as gagné ton Oscar? Et l'autre lui a dit il est dans la baie de Naples. Il lui a dit comment? C'est-à-dire que tu l'as pris et tu l'as jeté. Il paraît qu'il était bourré, il avait une maison au bord de la mer à Naples, enfin dans la baie de Naples, et il paraît qu'un soir où il était bourré, il a pris l'Oscar et il l'a balancé dans la mer. Et il paraît qu'il s'est dit le lendemain, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Ils ont pris des plongeurs pour aller le chercher, ils n'ont jamais retrouvé. Le mec, le pochetron qui prend l'Oscar, il est dans la baie de Naples. Il y a peut-être un pêcheur napolitain qui a aujourd'hui un Oscar dans son salon qu'il a retrouvé un jour. C'est ça. Mais tu parlais des Dents de la Mer, effectivement, il y a beaucoup de points communs et c'est le dernier gros box-office hit avant les Dents de la Mer, la Tour Infernale. Donc c'est un ancien modèle Hollywood et tout d'un coup le blockbuster arriverait. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que Star Wars est un truc qui ressemblait à rien qu'on avait vu. Hein. C'était plus nouveau. Les Dents de la Mer, finalement, a encore une recette qui est typiquement une recette Irwin Allen. Tu vois. Après, il y a le génie de Spielberg pour le réaliser. Parce que là, c'est Guillermin. Moi, je trouve qu'il n'est pas mauvais, mais c'est quand même pas la maestria de Spielberg après. Mais tu vois quand même après qu'ils n'ont pas pris. Imagine les Dents de la Mer si ça avait été comme c'était prévu au départ, Charlton Heston qui faisait Brody, ouais. ou tu t'aurais eu un casting Irwin Allen, quoi. Tu vois, t'aurais eu Tremblement de terre. Enfin, ça aurait été pareil, quoi. Lee Marvin qui devait faire Quint, effectivement. Voilà. Si t'avais pas eu Richard Dreyfuss, si t'avais pas eu Roy Scheider, tu vois, enfin c'était ces visages un peu nouveaux qui ont fait aussi l'originalité des Dents de la Mer. Si c'était les mêmes acteurs qu'on voyait dans ces films catastrophes, ça, quelque part, moi je trouve la structure des Dents de la Mer, tu reconnais encore les films catastrophes des années 70, tu vois. C'est vrai, tu n'as pas tort. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, le commentaire play-by-play, la vision du film en Weberama.
Alors effectivement, 2h45, Motherfucker. C'est un film vraiment incroyablement long qui rappelle les films qu'on fait aujourd'hui. Titre alternatif, La Tour prend garde. Et on a vraiment très peu d'alchimie entre Paul Newman et Faye Dunaway. Tu as vu, quand ils s'embrassent et qu'ils font l'amour, on sent qu'ils devaient probablement ne pas se supporter l'un l'autre également. Tout le monde déteste Non, Faye mais je crois que elle était quand même casse-couille, tu vois. Enfin, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui l'aimait, hein, parce que déjà, elle avait eu un problème avec Polanski pendant le Chinatown, tu sais, où il lui avait arraché un cheveu parce qu'elle faisait chier à tout le temps Bien se sûr. faire repoudrer et tout ça. Et elle était partie en claquant la porte. Enfin, elle est quand même connue comme une actrice assez caractérielle que peu de gens aimaient, hein. Alors, ce qui est marrant, c'est que là, dans le casting, Dunaway, elle a tourné avec McQueen dans l'affaire Thomas Crown. T'as McQueen et Newman qui ont tourné dans Marqué pour la haine. T'as Dunaway et Holden qui vont tourner dans le Network, tu vois. Enfin, t'as un petit peu des comédiens qui se croisent ou qui vont se croiser souvent, quoi. Il y a un truc qui est marrant dans la première scène de Lee, tu sais, entre Dunaway et Newman, c'est que si tu regardes bien comment ils sont filmés et comment c'est mis en scène, si tu veux, Newman, c'est lui l'objet de désir. Tu sais, il se tient de manière très, très lascive sur le lit avec un truc autour des reins, et elle est beaucoup plus masculine debout. Oui, parce que c'est elle carrément qui ouvre la porte du bureau et qui lui manque le lit, quoi. Tu vois, c'est un peu genre, allez, maintenant on baise, tu vois, quoi. Lui, c'est le sextoy aux yeux bleus, c'est assez amusant comme. Comme Stallone avec Sharon Stone dans ce film aberrant où il faisait un poseur de bombes. Il est torse nu tout le temps alors qu'elle est habillée aussi. Et tout d'un coup, c'est lui qui joue le rôle. Il est presque à se décroiser les jambes comme dans Basic Instinct, tu sais. Et dans le casting, t'as même Robert Vaughan qui a tourné avec McQueen dans Bullitt, tu vois. Enfin, et avec Philippe surtout. Avec Philippe. Il y a un truc que j'adore dans ce que fait Robert Vaughan dans ce film, qui est vraiment, si tu le regardes lui, parce qu'il n'y a pas de rôle, hein. Il n'y a rien à faire. Ouais. Il joue un sénateur a priori sympathique, mais bon. Et si tu regardes, comme il n'a pas de rôle et que c'est un vieux routard qui se démerde bien, il a toujours des regards en biais. Tu sais, il a l'air faux cul. Il regarde à droite, à gauche. Des fois, il regarde fixement quelqu'un et tu te dis, putain, il prépare un mauvais coup, c'est un enfoiré. Tu sais. Et alors que pas du tout. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres scènes, tu vois, est-ce qu'ils n'ont pas coupé des trucs, tu vois, parce que tu te dis, sur un scénario comme ça, tu vois pas le mec dire, OK, je le fais, tu vois. Parce que le film est déjà très long, est-ce qu'ils n'ont pas coupé des trucs, parce qu'à un moment, ça aurait fait un film de plus de 3 heures, tu vois, c'est possible, quoi. C'est très possible. Hein. Des gens comme Vogue ou Wagner, ils faisaient tout, c'est-à-dire ils faisaient toutes les télés, tous les machins. Enfin, c'était pas des mecs qui étaient très choosy, quoi. Tu vois, Non, mais ce que je dis, c'est que quand tu te retrouves à faire un film comme ça comme réalisateur, enfin, t'imagines quand même si c'est des mecs, enfin, tu as quand même tous les égos qu'il faut gérer chez des gens comme ça, entre Dunaway, McQueen, Newman, même Holden. Enfin, ça doit être un casse-tête quand même, hein, parce que ça doit être des mecs qui doivent vraiment faire chier pour des conneries, tu vois. Donc, moi, je pense que Guillermin, ça devait pas forcément être marrant tous les jours, tu vois. Non, mais Guillermin, c'est Irvin Allen qui s'occupait, je crois, des acteurs. Donc, c'est lui qui a dû. Non, c'est l'inverse. Non, c'est Guillermin qui a. C'est ça, voilà. Exactement. Je crois que le film a été nommé Oscar du meilleur film, je crois. Irwin Allen, producteur, a été nommé, je crois, en 75 comme pas la mise en scène, hein, mais le meilleur film comme producteur. Il n'a pas gagné, mais il était nommé, je crois. Le film gagnerait 3 Oscars, dont un Oscar de la meilleure chanson. C'est John Williams, je crois, qui fait la musique. Non, c'est pas lui qui a fait la musique. Il a fait la musique du film, mais la musique de la chanson a été écrite en fait par les auteurs-compositeurs qui avaient déjà fait la chanson du Poséidon, quoi. Tu vois, qui s'appelait. Ça, c'est We May Never Love Like This Again, je crois, dans La Tour Infernale. Et dans l'autre, je sais plus comment c'est, mais c'est un peu la même chanson, quoi. C'est vrai. Philippe, on peut parler brièvement du véritable héros du film. Tu vois où je veux en venir? Elke. À chaque fois, Philippe. C'est la petite chatte de Jennifer Jones, qui est une vieille dame. On ne sait pas très bien quel est son rôle d'ailleurs. Elle s'occupe d'enfants, elle leur apprend à faire de la pâte à modeler ou je ne sais pas. Un enfant sourd. Ouais. Voilà, à quoi rime son rôle, mais enfin bon, elle est là. Je crois que c'est son dernier film, il me semble. Ouais. C'est un comeback qu'elle n'avait pas tourné depuis longtemps et tout ça, donc c'était une espèce de petit événement de faire revenir une star des années 40. Et Elke, c'est son chat, et qui est qu'on revoit en pointillé pendant tout le film. C'est-à-dire, O.J. Simpson lui sauve la vie. Après, elle finit dans les bras de Fred Astaire.
Alors que Il y ça a met toujours très il y a toujours un animal dans ces films-là, tu sais, qu'il faut sauver. Je me souvenais sort même à d'un chaque film fois. plus tardif, un film avec Stallone qui se passe assez mauvais dans un tunnel, je crois, un truc qui Hmm. s'appelle Daylight, je crois, où il y avait Ouais, un truc ouais. avec un chien aussi, je crois. Enfin, Bah, c'est ça, assez c'est classique. c'est le béaba du scénariste, c'est de faire sauver un animal à un des personnages pour en faire un héros. Et effectivement, O.J. Simpson sauve ce chat. Save the cat, ils disent en Ce qui est Amérique. génial, et que aucun personnage ne suscite l'émotion, tu sais, que suscite un animal. Je sais plus dans quel Ouais. film catastrophe, t'as un chien, tu sais, qui court à travers les flammes, etc. Et Independence Day. Independence Day, voilà. Et on est tous à se dire, putain, plus vite, alors que les autres, ils meurent par milliers autour. Hein. Et on s'en fout complètement, c'est vrai. Mais tu parlais de Jennifer Jones, elle a effectivement une espèce de subplot avec une histoire d'amour avec le vieux Fred Astaire qui a une étonnante perruque. Je pense qu'il l'a emprunté à Sinatra. T'as vu, ils ont un peu les mêmes cheveux. C'est pas passionnant ce vieil escroc qui a cette aventure avec Jennifer Jones. Je trouve pas que ce soit ce qu'il y a de plus intéressant dans le film. Et ça Non, explique non. la longueur du film aussi, tu vois. Il a eu Pardon, l'Oscar quand même pour ça. Ouais, je Ouais. sais, mais c'est pas passionnant. Et comme l'intrigue, l'embryon d'intrigue entre Robert Wagner et sa secrétaire, c'est totalement inintéressant. T'as juste la manière dont on découvre que Wagner et sa secrétaire couchent ensemble. Je crois que on les voit d'abord, on les découvre après. Je crois que Ouais. Ça fait c'est un peu amené Colombo après, je quand même. crois. Si Wagner tuait sa secrétaire, ce serait le début d'un Colombo, tu sais. Mais c'est monstrueux la mort. Il y a des moments où c'est très très violent et très gore et ça fait vraiment flipper. C'est la mort de Robert Wagner, par exemple. Spoiler alerte. Mais quand il Ouais. part avec sa serviette sur la tête, il ressemble à Madame Bates, t'as vu avec... Et Wagner, il a tourné avec Paul Newman. Il avait fait Harper, non? Je crois, Harper, c'est il y a un ça. truc qui s'appelait détective Winning privé. aussi. Winning sur les courses automobiles aussi. C'est ça. Ouais. Ouais. Mais la façon dont il brûle, t'as des véritables cascadeurs dans des combinaisons inifugées. Ouais. Mais c'est vraiment flippant, quoi. C'est une mort horrible. Et sa secrétaire aussi, elle Ouais. morfle, hein. Ouais. Et ce qui est dingue aussi, qui devait être extrêmement dangereux, c'est qu'on les voit prendre feu à l'image. Ouais, Tu sais, Wagner, on Ouais. le voit courir avec sa couverture, puis d'un seul coup, on voit que ça s'enflamme. Et exactement. il n'y a pas de trucage, hein. Et les maquettes, je crois que c'était des trucs qui étaient assez grands quand même, non? La maquette de la tour, je crois que ça devait être un truc assez haut, quoi. Parce que bon, tu vois, elle est tout le temps filmée sur un ciel noir. On voit un petit building sur le côté aussi. Mais bon, après, quand tu vois qu'il y a des plans un peu rapprochés, bon, tu vois que les fenêtres, quand elles s'enflamment, on voit qu'il y a un peu rien derrière, hein. Tu vois jamais des gens qui marchent à l'intérieur puisqu'ils pouvaient pas faire ça à l'époque. Enfin, je pense qu'ils auraient pu le faire, si, mais c'est toujours tu vois rien, hein. Quand la tour brûle, tu vois pas des mouvements à l'intérieur ni rien, quoi. Ouais. Mais McQueen joue très bien parce qu'il a beaucoup de jargon à dire. Tu sais, il a des phrases de pompier, il les fait passer formidablement et tu as raison, il amène une énergie. Il entre en marchant vite dans le film. Tu as vu, il est toujours en mouvement et c'est vrai qu'on ne peut pas retirer ses yeux de ce personnage qui. Il avait dit effectivement que le seul problème qu'il avait, c'était avec ce casque. Il avait peur d'avoir une tête de con avec. Et effectivement, il l'a modifié. Il a fait modifier le casque, ouais. Ouais, c'est ça. Et Mais puis il a un jeu beaucoup plus fin que ce qu'on lui attribue en général. C'est-à-dire, c'est vrai. tu vois, C'est par ça que je exemple, voulais quand dire. il apprend que c'est lui qui va devoir remonter et probablement sacrifier sa vie pour placer la charge d'explosif, tu sais, à la fin, Ouais. il dit à un moment, maintenant, il reste plus qu'à trouver le con qui va accepter de faire ça. Mm. Et en face de lui, t'as les mecs qui répondent rien, et lui, il fait Ouais. mais c'est formidable ce qu'il fait là. Et il est extraordinaire. Ouais. C'est Dabney Coleman, qui est un bon acteur d'ailleurs, qui fait un de ses supérieurs, qui lui donne cette espèce de mission suicide. Il y a un moment où, je voulais juste dire, il y a un moment où Fred Astaire danse et il danse très mal. Je sais pas si c'est une Oui, espèce de... il clappe dans ses mains, tu sais. Je sais pas si c'est une espèce d'autoparodie, mais en tout cas, c'est Mais, du cinoche. mais Il y a pas de doute. l'ouverture du film, par exemple, tu vois, qui fait vraiment bon classique, tu vois un hélicoptère qui survole la mer pendant quand même un long moment de générique, Ouais. tu vois. Ouais. Mais finalement, c'est pas si mal fait parce que tu te dis, bon, cet hélicoptère, tu mets un moment avant de voir Newman à l'intérieur et quelque part, tu te dis, mais il y a qui dans cet hélicoptère? Tu vois, t'as un peu le public qui commence à se dire, mais alors, qu'est-ce que c'est? Où ça va? Qui y a à l'intérieur? Et après, tu vois Newman et je trouve que la manière dont tu vois la tête de Newman quand il voit apparaître la tour, tu comprends tout de suite un peu que ça doit être lui qui l'a faite, tu vois, c'est-à-dire il y a un truc de fierté et après tu as son visage qui change dès qu'on comprend qu'il voit Holden, donc tu as déjà une interaction avec le personnage d'Holden où tu comprends qu'il doit pas l'aimer, tu vois, et c'est plutôt pas mal foutu quand même, quoi, tu vois. Oui, tout à fait. Non, c'est vrai. Le film est un peu long, comme on disait. Il a quand même un ventre un peu mou, mais Ouais, moi je l'ai revu en 2 fois, moi, parce que là, je me rappelais pas que c'était
été aussi long. À un moment, Ce serait une série télé aujourd'hui. Ce serait une série télé en streaming aujourd'hui, si c'était fait de nos jours. Oh, peut-être pas, non, parce qu'ils auraient le côté, ce serait de l'IMAX aujourd'hui, tu vois, ils feraient un truc très spectaculaire. Alors, je sais pas ce qu'ils feraient pour que ça soit encore plus spectaculaire, mais à la télé, tu perds un peu ça. C'est vrai. Tu parlais tout à l'heure de Skyscraper, c'est ça, avec Dwayne Johnson. C'est vrai que moi, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps, tu vois, et je me souviens, j'avais été frappé à quel point les flammes ne représentaient aucun danger. Ouais. Tu sais, le fait que ce soit en CGI et fond vert. Absolument. Il n'y avait absolument pas cette sensation de chaleur ou d'angoisse, pas du tout, quoi. Attends, Laurent, juste une petite chose pour terminer sur Skyscraper. Tu te rappelles que Dwayne Johnson saute d'une tour à l'autre, carrément 100 mètres, quoi. Tu sais, c'est un avec une seule jambe. Je l'ai pas vu, Skyscraper. Je l'ai pas vu. Mais je crois qu'il avait pas fait encore un autre machin avec une faille, non? Si, San Andreas. San Andreas, voilà, je crois. C'est pas mal celui-là. Ouais. Moins ridicule, quoi, disons. Ouais, c'est vrai, mais c'est quand même pas ça. Mais si tu regardes Titanic, tu vois, c'est un peu fait comme un truc qui ruine Allen quand même à la base. Tu vois, oui, quand tu vois, quand on te fait visiter les beaux salons du Titanic, tout ça, tu te dis après ça va être foutu en l'air, ça va être détruit. Et là, j'avais lu que les costumes qu'ils avaient pour la Tour Infernale, en fait, ils avaient chacun 2 costumes parce que tu avais le costume clean et tu avais le costume salopé, c'est-à-dire comme ils tournaient des scènes dans le désordre. Donc ils avaient chacun un costume dégueulasse, tu vois, quand ils étaient déjà dans le truc en train de brûler, et le costume hyper nickel quand c'est avant que ça se déclenche, quoi. Tu vois. Vous savez l'origine des films catastrophes, en fait, le concept. San Francisco, non? Non, ça vient d'un film de 1900, je crois que c'est 32, qui s'appelait Grand Hôtel. Que tu as vu en salle à sa sortie. Bien sûr. J'ai participé au montage. Et pourtant, il n'y a pas de catastrophe là-dedans, non? Attends, vas-y, c'est quel film, Philippe? Grand Hôtel. Non, il n'y a pas de catastrophe, mais il y a quelqu'un qui s'est dit à un moment, peut-être Irving Allen, et si on faisait Grand Hôtel dans une tour qui crame? Ouais. C'est drôle. C'est-à-dire parce que sinon, t'avais le film qui s'appelle San Francisco, qui raconte le tremblement de terre de San Francisco, et le film, il date de, je crois aussi quand même, c'est pas les années 30 ou je sais plus quoi, tu vois. C'est avec Spencer Tracy, ouais. Clark Gable, je crois. Et Clark Gable aussi, ouais. Ah, c'est drôle, je savais pas. Mais Grand Hôtel, c'était le modèle, c'est réunir un casting énorme, tu leur files des sketchs, chacun sketch et ils se croisent à un moment donné, tu vois. Et là, tu avais un pléthore de superstars des années 30. Mais Grand Hôtel, ils l'ont... J'ai cru que tu allais dire une pléthore de minous. Grand Hôtel, ils l'ont refait après, ils l'ont plus ou moins refait. Après, il y avait un film, je me souviens, qui s'appelait California Suite. Oui, c'est ça. Avec Jane Fonda. Enfin, il y avait plusieurs trucs comme ça sur un hôtel californien un peu luxueux où des couples illégitimes se retrouvaient pour niquer entre midi et 2. Enfin, je me souviens d'un truc comme ça. Californie, c'est pas Herbert Ross, tu vois, ou un metteur en scène comme ça. Philippe, tu parlais de l'absence de fond vert et de numérique. Il y a un autre truc qui est absent et qui fait plaisir à voir, c'est qu'on est dans une époque qui est pré-Botox, et ces 2 types, McQueen et Newman, sont burinés. T'as vu, ils ont des rides, c'est des vrais mecs, quoi. En fait, ils n'ont pas ce visage de poisson-lune qu'auraient les acteurs par la suite. Et en plus, il y a un truc qui est formidable, c'est comme ils ont le visage plein de suie, ça fait vraiment ressortir leurs yeux bleus de façon spectaculaire, quoi, les 2. Hein. Je pense qu'ils le savaient tous les 2. Surtout McQueen. Je trouve qu'ils font quand même plus vieux que leur âge, quoi. C'est-à-dire que quand tu vois la gueule de McQueen, il avait 40, il avait 44 ans. Ouais, tu le vois, moi je lui donnerais presque 10 ans de plus, quoi. Tu vois, et Newman, 49. Ils font pas adolescents, tu vois, comme les mecs comme DiCaprio ou des mecs comme ça qui restent encore, ou Cruise, tu vois, qui restent encore très adolescents, même à dépasser la cinquantaine, quoi. C'est assez curieux, quoi. C'est la scientologie. Non, mais c'était des vrais hommes. Ouais, mais c'est le hard living, comme on disait. C'est vrai qu'ils fumaient, ils buvaient, etc. Et que c'était pré-cosmetic surgery. Donc, ça fait des vraies gueules. Que tu regardes Lee Marvin aussi. Lee Marvin, qui paraît-il, a refusé aussi le rôle de William Holden. Il refusait plein de trucs, Lee Marvin. Hein. Il n'arrêtait pas de refuser les films. Ouais. C'était souvent pour aller pêcher. C'est ça. Il pêchait le marlin et il voulait... Lee Marlin.
Ouais, c'est Mais ça. peut-être qu'il refusait parce qu'on lui proposait pas assez de thunes. C'est des films qu'ils font pour le fric en général, ces trucs-là, tu vois, quoi. Ouais, c'est C'est vrai. comme Kinski, c'est là, ce que tu nous racontais, la Kinski qui avait refusé Les Aventuriers de l'Arche perdue parce que le chèque était pas assez bon, quoi, tu vois. Il me l'a raconté. Et en plus, il avait même pas lu le scénario, hein. Je n'ai rien à foutre, moi, de ces mecs. Je n'ai rien à foutre. Va faire tes foutres. Maintenant que celui qui a encore quelque chose à dire sur la tour infernale le dise ou qu'il se taise à tout jamais. Bien, merci Messi des Buddies pour notre voyage dans ce blockbuster des années 70. Le feu c'est joli, la hache ça défoule, et vous fûtes des pompiers remarquables. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez le podcast. Plus 5 étoiles et une bonne critique sur iTunes pour aider le show. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de souscrire à la chaîne YouTube d'Abracadapod avec les fantastiques images de Romain Lenoff et le son de la grande Katia Lazareva. Et maintenant, comme le veut la tradition, voici venue l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase. Laurent Vachaud, bonjour chez vous. Philippe Sedbon, so long, architecte. Excellent. Parfait. Je fus Jean Weber pour Kinopod, le podcast catastrophe. Et maintenant, tous en chœur. Au feu les pompiers, v'là la tour qui brûle. Au feu les pompiers, v'là la tour brûlée.